Oui, salut et bienvenue à euh, ce programme Vidia dans lequel nous discutons et nous présentons euh, les sujets d'ordre d'intérêt général. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer avec la seconde partie de cette interview euh, dans laquelle le directeur de recherche au Valdai Club et le rédacteur qui est en même temps rédacteur en chef du magazine Rocher Global Affaires, Fidio Lukanov répond aux questions qui lui ont été posées dans le cas d'un sommet sur les relations russo-africaines qui s'est tenu en fin octobre de l'année dernière. Et dans la première vidéo, vous regardez la vidéo sur la page YouTube du journal en ligne La Crème Hebdo, où vous pouvez également imprimer l'article. L'article est intitulé Le rôle de l'Afrique dans les affaires internationales. Le rôle de l'Afrique dans les affaires internationales s'accroît, personne ne peut le nier. Ça a été publié le 21 mars 2023. Vous pouvez imprimer cet article pour avoir accès à cette interview d'un très grand intérêt si vous voulez comprendre la vision russe que la Russie a des relations russo-africaines. Donc, dans la première vidéo, je vous le signale tout à l'heure, j'ai lu les questions et je lis les réponses de Fidio Lukanov et je les commente. Voilà. Et dans le cadre de cette vidéo, nous allons continuer. Mais pour vous juste donner une idée, je vais lire les premières questions que nous avons déjà couvertes sans les commenter. Et je commencerai à commenter la question que n'a pas été posée dans la première vidéo. Bien, merci. Voilà, nous pouvons commencer ici. La première question qui a été posée, c'était: pensez-vous que la Russie critique beaucoup les... Non, c'était pas celle-là, je vous en prie. La question, c'était: lors du rassemblement Vaidal Club fin octobre, le discours de Vladimir Poutine a souligné le fait que la Russie cherchait ses alliés de l'Est soviétique et ses amis non occidentaux pour créer un nouvel ordre mondial. Quelles sont les implications d'un point de vue historique relative à l'Afrique? Fidio Lukanov a répondu de façon très intéressante. Regardez la première vidéo ou bien lisez l'article. La deuxième question, c'est: l'Union soviétique, bien sûr, a énormément soutenu la lutte de libération de l'Afrique pour atteindre l'indépendance politique dans les années 60. Les dirigeants africains recherchent les acteurs externes avec des fonds pour investir et transformer son économie. Quel pourrait être le rôle de la Russie concrètement pour lutter contre ce qu'on appelle le néocolonialisme en Afrique? Réponse très très intéressante avec des éléments très 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 intéressants. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo ou à lire l'article. Bien, nous allons continuer à partir de la troisième question qui est celle-ci. Pensez-vous que la Russie critique beaucoup l'hégémonie des États-Unis et de l'Union européenne en Afrique? Comment interpréter le sentiment des élites africaines face au regain d'intérêt économique de la Russie en Afrique? Et voici la réponse de M. Fidio Lukanov. La Russie est très critique à l'égard de l'hégémonie américaine partout où elle existe. L'Afrique n'est pas une exception. L'accent économique et politique russe sur l'Afrique est évident et les compétences pour le mettre en œuvre de manière contemporaine acceptable pour les partenaires vont maintenant augmenter. Bien, on peut commenter. Bien évidemment, l'hégémonie en Afrique, américaine en Afrique, a eu des conséquences très, très, très néfastes. Très néfastes. Et il faut rentrer même déjà aux guerres d'indépendance, où euh, le, le, je veux dire, l'Amérique, ça c'était en tout le monde de la guerre froide, a supporté, s'est opposé, hein, le bloc occidental s'est opposé par exemple au mouvement de libération africain. On en sait, j'ai un livre même qui est installé là dans ma bibliothèque que j'ai acheté récemment. C'est euh, c'est un livre qui a été rédigé par Susan Collins qui parle du travail de la CIA en Afrique euh, pendant ces années-là. Donc, on sait ce que le mouvement de la CIA, ce que ça nous a coûté en termes de décès de nos nationalistes. On peut citer les Robert Omniobé, on peut citer les Félix Moumier, on peut citer ça peut comment là, Patrice Lumumba. Et voilà, et il y a plein d'autres qui ont été assassinés comme ça. Euh, 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 sous l'instigation des partenaires occidentaux qui veulent asseoir leur hégémonie
sur leur continent. Bien, si on va au mouvement moderne, on peut critiquer également l'hégémonie. Est-ce que ces 2 dernières années, on a vu comment cette hégémonie s'est manifestée en Libye avec l'intervention en Libye pour des prétextes, des raisons fallacieuses qui a coûté la mort et finalement qui a détruit tout son pays. Les exemples sont nombreux. Mais prenons également quelque chose qui s'est passé ces derniers jours. On a vu, le département d'État, M. Kirby, qui a menacé de sanctions un pays comme l'Ouganda, qui a décidé de passer des lois un peu restrictives sur les libertés des LGBT en Ouganda. Et avec la descente récente du vice-président Kamala Harris au Ghana, par exemple, le président ghanéen était appelé à se prononcer là-dedans. Donc, vous voyez, il y a toujours cette poussée hégémonique là. Et moi, je ne comprends pas. Il faut prendre des exemples. Il y a lieu de critiquer cela. Parce que comme ici en Amérique, vous entendez toujours les gens dire « You don't tell me what to do ». Parce que c'est dans la psyché, c'est compris que tu n'as aucun droit à dicter aux gens comment ils doivent vivre leur vie et comment ils doivent fonctionner. Ça, c'est une valeur complètement, proprement américaine. Mais c'est bizarre qu'elle est respectée ici, mais à l'étranger, la liberté des autres, le droit des autres à pouvoir disposer d'eux-mêmes et à vivre, à conduire leur destinée et à chercher leur pursuit of happiness, à chercher leurs besoins, to the pursuit of happiness, la façon dont ils se sentent appropriés, leur dénier et rejeter. Donc, il y a lieu de critiquer cela. Et pourquoi critiquer? Moi, particulièrement, je m'oppose pas, je suis contraire je veux dire, je soutiens la liberté. Voilà pourquoi je respecte les pays occidentaux, justement parce que je soutiens ces valeurs de liberté-là. Et voilà, mais il ne faut pas qu'elles soient appliquées pour les uns, et comme ça a été fait pendant l'esclavage. Vous, les Noirs, vous êtes un demi-homme. Vous avez des droits, ainsi de suite, que l'homme doit avoir, et telle personne, et vous autres, vous ne les avez pas. Non, non, il ne faut pas qu'on continue avec cela. Si vous respectez vraiment la valeur de liberté que j'estime est au-dessus, même de la vie dans certaines mesures, il faut bien que ça s'applique de façon générale, voilà, à tout le monde. Donc, respecter également la liberté des pays africains de pouvoir disposer de leurs propres lois, de pouvoir avoir leur propre construit, leur tissu social et le construire de cette façon-là. Et que vraiment l'évolution, si vous estimez qu'ils ne sont pas évolués, laissez-les. L'évolution doit être organique, comme la vôtre le soit. Et sachez que les systèmes sociaux de l'organisation de la famille en Afrique répondent à des besoins. C'est la nôtre réponse à des problèmes sociaux qui se sont posés. Et que ce soit pareil au Moyen-Orient. Quand les autres pays du monde, par exemple, sont polygamies, c'est parce qu'ils ont fait face à des difficultés sociales et ils ont estimé que ça, c'était la meilleure façon pour pouvoir répondre à cela. Vous, en Occident, vous avez estimé que ce n'est pas la meilleure façon de répondre à ça parce qu'il y a votre structure, la façon dont vous concevez la famille, la façon dont vous percevez les relations individuelles de la famille est complètement différente. Donc, il faut respecter simplement les libertés des gens. Et dans ce sens que on peut tout à fait comprendre la position de M. Fidjel Lukhanov lorsqu'il dit qu'il faut être critique dans cette hégémonie-là. Et je suis particulièrement critique même. Parce que c'est cette conception des relations internationales qui est tellement machiavélique. Je me suis toujours posé la question de savoir d'où est-ce que ça sort. Oui, Hobbes parle de l'état de nature d'un être humain et tout, mais ça c'est un état bestial. La conscience de l'être humain doit évoluer. L'être humain également est un processus en évolution. Son intelligence également doit évoluer. Quand je parle de son essence, sa compréhension du monde, sa compréhension de la vie également doit évoluer. Je crois qu'à l'heure actuelle, on doit revoir cette logique des relations internationales qui veut que pour avancer mes intérêts, je dois te nuire. Quand je vois par exemple le conflit qui est créé ici, toute cette polémique qui n'existe nulle part entre les États-Unis et la Chine et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez être le maître du monde? La Chine, observement, ne doit pas chercher à être le maître du monde, mais il arrive que, juste par la nature des choses, quelqu'un s'érige
parce que peut-être ses talents, ses compétences lui donnent beaucoup plus de valeur à un moment dans l'histoire. Et voilà, ça c'est la nature des choses. Mais qu'est-ce qu'il y a lui à combattre cela, à créer des morts inutiles par rapport à cela? Il faut construire un monde où les talents de chacun peuvent être utiles à tout moment. Dans cette vision de relations internationales il faut qu'on contrôle l'Afrique, il faut qu'on domine l'Afrique, il faut qu'on domine le Moyen-Orient, il faut qu'on domine peut-être, c'est complètement machiavélique. Et nous, dans le cadre de ce programme Vidia, nous nous opposons. Et je m'oppose fondamentalement à ça parce que je pense que ça correspond à une compréhension, à euh, euh, une compréhension complètement animalistique des relations humaines. Et ça réduit même l'homme dans son potentiel. Parce que ça voit l'homme dans ce qu'ils appellent son état de nature bestiale. Mais l'homme est plus que cela. Oui, c'est vrai, l'homme a des élans bestiaux, mais l'homme également est divin. Et même plus que cela, si je mentionne certaines littératures religieuses, l'homme peut même être au-dessus des dieux. Donc pourquoi ne pas regarder aux plus hautes qualités de l'être humain et s'appuyer de cela pour construire un monde au lieu simplement de réduire les relations entre les humains, entre les États et même entre les humains sur des principes complètement bestiaux. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas... Et même les animaux, ils ne fonctionnent pas de cette façon-là. Donc, je critique justement cette vision hégémonique et j'en profite de là pour critiquer également cette logique qui semble régir les relations internationales. Vivement que la conscience de l'humanité évolue et que les choses soient vues différemment. Donc, ça, c'est le commentaire que je peux faire. Il dit également que l'accent économique et politique russe sur le continent est évident. Les compétences pour le mettre en œuvre de manière contemporaine acceptable pour les partenaires vont être augmentées. Oui, et il y a plein de choses à apprendre. Hein. On a vivement, il y a plein de choses qu'on peut apprendre au niveau de la démocratie, au niveau de la transparence de ces institutions. Il y a également des choses qu'on peut apprendre d'un point de vue politique au niveau de la Russie, au niveau de la centralisation et la continuité dans la gouvernance. Euh, je sais pas, il y avait un homme public américain qui disait qu'aux États-Unis, on lobotomise à chaque fois le gouvernement, parce qu'à chaque fois que vous remplacez, par exemple, il n'y a pas la continuité dans certaines compétences. Voilà. Or, vous avez des pays comme la Russie où Sergei Lavrov est ministre des Affaires étrangères depuis je ne sais pas combien d'années, d'une dizaine d'années déjà. Le président est là depuis 8 ans. C'est pas que on veut des gens qui vont s'éterniser au pouvoir, mais si des gens qui démontrent leurs compétences, démontrent leur patriotisme, bien évidemment, ils peuvent rester là pour une certaine durée, aussi longtemps qu'ils ont des visions et aussi longtemps qu'ils ont des résultats convaincants, pourquoi pas rester? Ils restent là-dessus. Et justement, ça permet justement de créer une certaine stabilité. Donc, il y a des choses que d'un point de vue politique, on peut apprendre d'eux. Il y a des choses d'un point de vue politique, on peut également apprendre de la Chine avec le communisme. Le communisme, qu'est-ce que c'est simplement? C'est que, au lieu d'avoir deux partis qui dirigent un pays, qui se titillent à chaque fois, ainsi de suite, ainsi, vous avez simplement des représentants, tout un groupe qui s'assoient dans le cadre d'une grande assemblée et décident. Donc, vous avez compris. Donc, il y a également des choses à apprendre là-dedans. Donc, d'un point de vue politique, les Africains doivent faire leur devoir, essayer de voir comment ils peuvent tirer parti de l'expérience politique russe et même de l'expérience économique russe, justement, pour pouvoir avancer également leur pays. Et là-dessus, je pense qu'il y a des dialogues qui sont en cours. Et récemment, l'idée même déjà d'avancer une certaine confédération, bien une certaine union, si tu peux appeler ça, entre le Mali, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, me semble un projet politique viable. Et là-dessus, on peut apprendre énormément. Ces pays-là peuvent apprendre énormément de la Russie, qui est une fédération d'États à culture variée. Donc, pourquoi il n'est pas possible, il est possible dans la sous-région Afrique de l'Ouest, là, de créer une certaine confédération dans ce genre qui peut unir le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et pourquoi pas d'autres petits États, pourquoi pas le Niger également. Et s'entendre. Et là-dessus, vous pouvez discuter avec le partenaire russe qui a énormément d'expérience à partager là-dessus. Et vous pouvez également vous inspirer du modèle américain qui est également où on a des États, on a un gouvernement fédéral qui ont vraiment... Ce que je veux simplement dire, c'est que il y a tellement de choses à gagner. Point besoin d'avoir des visions manichéennes du monde.
Il faut qu'on arrête cela et que les Africains comprennent que non. Et qu'ils saisissent dans cette opportunité, justement, pour faire des avancées notoires sur le continent, en termes de développement de leurs infrastructures énergétiques, en termes de développement des infrastructures qui leur permettent d'utiliser leurs ressources minières, en termes de développement mais de maturité de leurs institutions politiques, en termes de développement des indices voilà, humains, ainsi de suite. Donc, il y a lieu, on peut travailler là-dessus. La dernière, je crois la quatrième question, c'est que pensez-vous de la diplomatie de sensibilisation du public de la Russie avec l'Afrique? Comment proposez-vous l'engagement de la Russie, notamment dans le développement durable en Afrique? Fidjo Lukhanov répond, la Russie n'est pas très avancée dans les relations diplomatiques avec l'Afrique jusqu'à un certain moment. La situation a commencé à s'améliorer dans les années 2010. Maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle étape. L'activité du ministre Sergei Lavrov sur le continent est très révélatrice. Quant au développement durable, ce concept est le produit d'une période politique particulière et je l'appellerais une mondialisation libérale avancée. Cette période est révolue. Nous allons vers autre chose. Franchement, je ne crois pas que la Russie sera très intéressée par les circonstances actuelles pour faire partie des efforts internationaux visant à promouvoir le développement durable tel que compris par les organisations internationales et la bureaucratie. Mais la Russie sera certainement désireuse de travailler avec les pays particuliers sur des projets particuliers. Oui, je crois que le concept de développement durable, si je me trompe, a émergé, je crois que c'était en début des années 2000, quelque chose comme ça. Et d'après ce concept, il faut promouvoir, mettre en place des structures qui avancent le développement, promouvoir le développement sans toutefois compromettre les capacités des générations futures, hein, des générations futures, voilà. Et dans ce sens, par exemple, oui, s'il faut développer un pays, par exemple, il ne faut pas polluer l'environnement, il ne faut pas détruire la forêt, il ne faut pas... Voilà un peu la ligne de pensée. C'est dans cette ligne de pensée-là. Et dans cette lignée de cette politique, de cette vision qui a émergé en début des années, et voilà, il s'agissait justement de se définir des objectifs, par exemple, industrialiser et irriguer, construire des infrastructures en Afrique. Euh, euh, voilà, je veux dire, mettre en place un système, pas dépendre de plus en plus, mais réduire la dépendance des énergies fossiles et promouvoir les énergies renouvelables. Il y avait des objectifs, par exemple, comme réduire, éradiquer complètement la faim d'ici tel nombre d'années 2035. Voilà, c'est dans cette lignée, dans ce mouvement-là, cette vision-là qui était en place. Mais je ne crois pas que la Russie, comme M. Lukhanov le dit, va faire partie de ces efforts parce qu'elle était justement critiquée. Euh, euh, parce que c'est un très grand acteur en matière d'exploitation des énergies fossiles. Elle reste toujours, elle le restera toujours. Et, euh, et voilà, donc c'est une vision qui n'intéresse pas forcément la Russie. Et je pense que lorsqu'elle va travailler avec les autres pays africains, elle ne sera pas intéressée dans ce genre. Parce que justement, hautement parlant, est-ce que ça nous a mené à chaque fois que nous sommes définis des objectifs sur les 20-25 années? Moi, j'ai vu par exemple dans le cas du Cameroun, les objectifs 2035. Il faut regarder, il faut lire, il faut lire. À chaque fois qu'on les achète, 2010, 2035 et tout, et jamais ils ne sont pas atteints. Hein. Ils ne sont pas atteints. Ben, peu importe, mais ce qui est intéressant quand même, il faut se donner des objectifs parce que ça te permet déjà au moins d'avoir une certaine concentration et d'avoir un certain focus. Vous savez sur quoi vous allez travailler. Mais je ne pense pas que vraiment la Russie sera intéressée par ce modèle-là. Il y a lieu peut-être de travailler de façon sur des projets spécifiques. Je prends par exemple un pays comme le Congo. Hein. Le Congo, par exemple, a un très grand intérêt à travailler, par exemple, la Russie, dans le domaine, par exemple, de l'exploitation minière, dans l'exploitation de ses ressources euh, euh, hydrauliques. Et voilà. Et là-dessus, justement, s'ils veulent garder cette vision de développement durable, ils peuvent dire, bon, comment est-il possible, par exemple, je ne sais pas, de construire, je ne sais pas, un gazoduc qui va prendre le gars de Lumumbashi et va l'amener, je ne sais pas où, Lumumbashi va l'amener, par exemple, au Tchad. Voilà, pour prendre un exemple de ce genre. Et le faire de telle manière que l'impact sur l'environnement, je veux dire, ne compromette pas le bien-être des générations futures. Et voilà.
Donc là-dessus, ils peuvent travailler sur des projets spécifiques. Et justement, j'encourage dans les pays africains justement à faire leur devoir également, comme Lucianov le disait un peu plus tôt, et savoir sur des projets sur lesquels ils peuvent travailler avec la Russie. Et dans ce sens-là, c'est cette notion de développement durable. Et je pense que justement, c'est une notion responsable, hein. C'est une notion responsable. Il faut savoir vivre et travailler à une certaine harmonie avec la nature. Et lorsque vous allez même vous altérer la nature, il faut bien comprendre quelles pourraient être les répercussions sur votre bien-être aussi. Donc, je pense que la notion de développement durable, même si elle n'est pas au top de l'agenda peut-être russe, et qu'il va falloir être ajusté à des projets particuliers, dans l'agenda africain, elle doit rester. Parce que nous devons protéger nos ressources, notre écosystème. Nous devons trouver un moyen de promouvoir. Et là-dessus, je pense que le Rwanda fait un travail exceptionnel. Et je n'ai pas que l'opportunité d'aller là-bas, mais parce que si tu es intéressé par le pays, de temps en temps, je regarde. Et si plaît à Dieu, je me rendrai de ce pays-là pour pouvoir vous faire des vidéos. Bien, la, la dernière question, c'est affrontement géopolitique, rivalité et concurrence en Afrique. Pour l'instant, la Russie a trop d'initiatives et d'accords bilatéraux avec les pays africains. Quelles sont vos suggestions ici pour renforcer les relations entre la Russie et l'Afrique et en particulier dans les directions économiques? Bien, voilà comment Fidio Lukanov répond. Vous avez raison, une optimisation est nécessaire. Moins de projets et d'initiatives, plus de résultats concrets. C'est ce que j'ai mentionné plus tôt comme une nécessité de faire ses devoirs. La combinaison d'initiatives régionales très bien calibrées, de projets bilatéraux où la Russie dispose d'un avantage concurrentiel clair, qu'il s'agisse de technologie, de sécurité ou de nourriture, devrait être une priorité. Et il devrait être numéroté pas sans fin. L'Afrique n'est certainement pas le sujet principal de l'agenda des BRICS. Ces pays préfèrent se concentrer sur les problèmes mondiaux, voilà, où ils n'ont pas de différence majeure, le cas échéant, tandis que le niveau régional est le plus controversé. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune intention de construire un front unifié contre les États-Unis et l'Europe. Là, en tout cas, on commentera plus tard. Il continue. Les BRICS en Afrique, chaque membre du BRIC aura son propre agenda. Aucune coordination n'est prévue. Mais alors, l'Afrique est représentée dans les BRIC par l'Afrique du Sud. Et je dirais que ce serait une tâche naturelle pour l'Afrique du Sud de promouvoir l'agenda africain dans ce groupe. Bien sûr, chaque État BRIC a sa propre hiérarchie d'intérêts, c'est normal. Mais lorsque les BRIC aspirent à un plus grand rôle international et que l'Afrique gagne en importance en tant que partie essentielle du monde, je vois un champ d'intérêt commun. En ce qui concerne la confrontation avec l'Occident, un tel objectif n'existe en effet pas pour la plupart des pays BRICS. Mais si nous examinons les tendances internationales et la vitesse à laquelle le système international précédent s'effondre et la concurrence globale se propage, je ne serais pas si sûr de prédire comment la situation internationale et la position des BRICS évolueront dans les années à venir. Très belle façon de finir. Il ne peut pas lire dans la boule de cristal parce qu'on est dans un monde en constant changement, en constante évolution. Et voilà, il y a des facteurs qu'on ne peut dire pas. Et là-dessus, il le dit. Mais sinon, il nous donne une vision claire de comment est-ce qu'il perçoivent le BRIC. Voilà. Il ne perçoit pas le BRIC comme un bloc qui va s'opposer à l'autre. Non, il ne s'agit pas de ça. On perçoit le BRIC comme une alternative à ce qui existe déjà. Vous avez compris. Et il précise que le BRIC est là justement pour des agendas mondiaux. Et l'Afrique du Sud devrait porter les intérêts du BRIC. Bien, maintenant, on sait qu'il y a des pays comme l'Algérie qui s'intéressent également à joindre le BRIC. On a des pays, il y a aussi d'autres pays africains. Peut-être le Nigeria va également s'intéresser à joindre le BRIC. Et alors là, comment ça va se passer? Vraiment, ça va se passer. Si leur objectif sont les agendas mondiaux et que l'Afrique du Sud devait être la personne qui devait porter les intérêts, bien peut-être que l'Algérie va porter les intérêts de l'Afrique aussi dans une certaine mesure parce qu'elle a même toujours fait dans l'histoire, spécialement l'Algérie. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Quand je vous signalais bien, il nous donne une vision, hein, la vision russe de ce que peut être la relation avec l'Afrique dans le cadre des structures du BRIC et autres.
Et voilà. Et lorsqu'il parle justement de partenaires, de travail sur des points où la Russie a des avantages concurrentiels réels, clairs, comme la technologie, la sécurité et la nourriture. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Des pays comme le Cameroun devait travailler énormément avec la Russie, surtout dans ce domaine-là, de telle manière qu'on puisse avoir des engrais nécessaires à pouvoir booster notre production agricole et acquérir finalement une autosuffisance alimentaire réelle, de telle manière qu'on puisse également distribuer cela en Afrique centrale. Et là-dessus, je pense qu'il y a matière à penser. Et dans le domaine de la technologie, dans le domaine également, parce que la Russie a un avantage clair, comme je le canal le signaler, dans le domaine en matière, par exemple, de fiscalité, de structure technologique pour pouvoir, ainsi de suite. Le Cameroun peut également en tirer, et les pays d'Afrique centrale peuvent en tirer une grande partie de cela. Et en matière, bien évidemment, de sécurité, surtout de notre pays qui a des problèmes de sécurité en ce moment à sa frontière avec le Nigeria également. Donc, il y a suffisamment d'avenues de travail entre ces deux continents. Et il faut que cela se fasse bien. Et vivement que la logique des relations internationales change et que tous les continents, que l'Afrique travaille avec tous les continents, euh, et pour son développement et pour atteindre sa souveraineté. Vraiment, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ceci. Bien évidemment, on aurait pu commenter, mais je ne voudrais pas m'éterniser avec une vidéo trop longue. Hein. Et dans le cadre de Avidia, et, qui est le nom de ce programme, qui est présenté par la Crème Hebdo, nous ferons l'effort de vous apporter, de vous présenter des sujets très intéressant sur la marche du monde. Bien, merci et à la prochaine.